Bonjour à tous et à toutes. Comme prévu, suite à notre session du 11 novembre, Fatou, Anne et moi, nous avons décidé de faire un complément à la session pour traiter des campagnes low cost, puisqu'on avait beaucoup parlé des financements de la campagne et de la mobilisation des ressources humaines et financières dans notre session, mais on n'avait pas eu l'occasion de parler d'exemples concrets. Donc, ça, c'est l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire une petite session, une mini-session sur les campagnes low cost à partir des exemples que j'ai eu la chance de pouvoir observer dans des missions d'observation électorale, des campagnes menées la plupart par des femmes. Voilà. En guise d'introduction, maintenant, je voudrais insister sur le fait qu'une campagne low cost, c'est juste une campagne à petit budget. Ça ne veut pas dire que c'est une campagne qui va être de mauvaise qualité. C'est pas forcément une campagne qui ne. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources financières qu'on ne peut pas mener une campagne efficace. On ne va pas lier l'absence ou le manque de ressources financières par l'ingéniosité, la créativité, l'agilité, la rapidité. Et enfin, insister sur le fait qu'une campagne low cost, ce n'est pas une campagne sans ressources. Au contraire, en fait, on ne réalise pas à quel point on a beaucoup de ressources non financières et que ces ressources ont une valeur extraordinaire. Je voulais aussi faire une comparaison un petit peu osée et dire qu'une campagne low cost, c'est un peu ce que la guérilla est à la guerre conventionnelle. Donc, une campagne low cost par rapport à une campagne avec beaucoup de moyens financiers, c'est ça. La guérilla, la stratégie de guérilla, c'est évidemment, elle est aussi basée sur le peu de ressources. Le peu de ressources, de moyens militaires forts, mais elle est basée euh, sur l'initiative. On frappe les esprits, on marque les esprits avec des actions qui ont un impact plutôt qu'avec des discours. On utilise la surprise, on est agile, on utilise le mouvement plutôt que la présence et avec des moyens massifs. La stratégie de guérilla ou la stratégie, contrairement à la guerre conventionnelle, c'est beaucoup de travail de terrain au sein de la communauté. Donc, on se sert de notre connaissance de la communauté en se créant des appuis et en écoutant la population pour agir. C'est donc une stratégie, la stratégie de guérilla ou la stratégie low cost, qui sous-tend en fait la campagne de proximité, qui donne toute sa valeur à la campagne de proximité. Donc la campagne low cost se base sur les ressources autres que les ressources financières. En fait, on a énormément de ressources qu'on peut utiliser dans une campagne qui ne sont pas financières. Les premières ressources, c'est le temps et les opportunités que nous donne la période de campagne, mais aussi la période avant la campagne. Une autre ressource, ce sont non financières, mais qui ont une valeur énorme. Ce sont les dons en nature, les services gratuits, le travail pro bono, le bénévolat, qui ont extraordinairement, qui ont une grande utilité
et qui ont une valeur qui dépasse parfois les dons en argent. Et une ressource très importante dont on a déjà parlé la dernière fois, ce sont les ressources humaines. Alors, les ressources humaines, ça inclut évidemment les talents des gens qui travaillent avec nous dans notre équipe. C'est la créativité, c'est aussi, ce sont les compétences, ce sont beaucoup de choses, ce sont les liens et ce sont aussi les possibilités de trouver d'autres ressources, notamment financières. Enfin, une campagne low cost s'appuie sur l'utilisation des médias et des réseaux sociaux, mais pour, euh, pour de plusieurs manières. Mais c'est une utilisation, j'insiste, gratuite ou de faible coût. Alors, ça sert, on peut utiliser les médias pour communiquer, bien sûr, de manière gratuite, pour accéder, mais aussi pour mobiliser des ressources. Alors, la première ressource, le temps et les opportunités. Alors là, je voudrais insister sur le fait que le temps c'est un facteur très important et c'est ce qui va pallier à l'absence de ressources financières pour mener une campagne de proximité. Une campagne de proximité se base totalement sur le temps disponible et je vais prendre l'exemple d'une candidate aux élections municipales en Ukraine cette année, aux élections qui ont eu lieu en octobre dernier. C'est une candidate de la communauté tzigane. Et elle n'avait absolument pas de moyens. En Ukraine, on est sur des listes de partis, mais on n'est pas forcément aidé par son propre parti. Très peu de candidats comptent sur les ressources données par le parti. Alors, comme elle avait prévu d'être candidate plusieurs mois avant les élections, elle a commencé à sillonner sa communauté, à aller voir tous les villages de sa communauté, de la circonscription. Et elle a fait du porte-à-porte en allant demander à tous les voisins, tous les membres de cette communauté, les vieux, les jeunes, les actifs, les inactifs, quels étaient leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils voudraient voir résolu pour cette année. Et elle a construit son programme en discutant avec les gens. Alors, elle a fait un porte-à-porte systématique euh, et, euh, et ça lui a donné beaucoup d'éléments pour construire un programme et pour construire des propositions en fonction des besoins de sa communauté. Euh, L'avantage de ce type de campagne, de porte-à-porte, c'est qu'on a des informations de première main, réelles, sur les besoins des gens, et on peut se faire le porte-voix de leurs demandes. Un autre avantage, c'est que ça n'est pas limité, ce n'est pas c'est souvent les règles de la campagne ne restreignent pas les activités de porte-à-porte, alors que souvent, on a des restrictions sur les grands rassemblements, et c'est très, très difficile de monitorer les, les coûts de cette campagne. En fait, on utilise son énergie et ses pieds. On peut gagner un avantage énorme sur les concurrents en commençant à
cette campagne de proximité bien avant la période de campagne. Et ça n'est pas interdit. Donc, donc le temps, c'est un aspect, une ressource importante dans la campagne low cost. L'autre ressource, ce sont les opportunités. Alors, ce qui est intéressant à faire quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est d'identifier dès la pré-campagne, plusieurs mois avant la campagne, d'identifier des dates clés pour identifier et réaliser un calendrier des événements publics qui peuvent avoir lieu, les fêtes nationales, les fêtes régionales, la fête du village, la foire, le marathon solidaire, tous les événements et les jours fériés qu'on peut utiliser, où il y a des événements publics sur lesquels on peut se greffer quand on est candidate, pour monter un stand, pour mettre une banderole, pour gagner une visibilité, et notamment à travers les médias qui peuvent couvrir ce type d'événements. Alors, il faut identifier les opportunités, par exemple, également, on peut identifier des manifestations auxquelles on peut participer et se joindre si on est sensible à la cause en question. On peut participer à la collecte de fonds pour une cause. On peut avoir une activité participante en tant que candidat ou pendant la pré-campagne, on peut se manifester et se montrer qu'on adhère à une cause. Également, c'est utiliser un événement public dans ce sens. Autre opportunité, il faut identifier les espaces publics disponibles et d'accès libre pour les transformer à son avantage. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup d'argent pour sa campagne, évidemment, on ne va pas pouvoir louer un stade pour faire un rassemblement. Mais il n'est absolument pas interdit d'utiliser l'occasion d'un match de football pour s'installer à proximité du stade et faire pour distribuer des tracts, se rendre visible, installer une petite banderole ou même lancer un petit spectacle de rue, faire une flash mob. Donc, on peut identifier dans les lieux publics des occasions, des événements et s'installer, se greffer. Donc, ça, c'était une première série de ressources. Une autre série de ressources qu'on peut utiliser, ce sont donc les dons en nature et les services gratuits. Il y a vraiment une infinité de possibilités et c'est très important d'utiliser donc, toutes les candidates que j'ai eu l'occasion de connaître et de rencontrer, par exemple, toujours en Ukraine, elles utilisaient énormément dans leur équipe de campagne. On se partageait toujours les frais d'impression pour les tracts et les affiches. Chacun imprimait, par exemple, une centaine de tracts avant d'aller les distribuer. L'un fournissait un véhicule pour transporter l'équipe et
pour des événements ou pour aller tracter. Beaucoup de travail, hein, beaucoup de main-d'œuvre. En fait, peut être, ça a énormément de valeur. Et il ne faut pas sous-estimer les coûts et l'économie que ça peut offrir. Donc, d'avoir une bonne équipe, d'avoir des coups de main de la part d'amis, de la famille, et dans ce domaine. Et notamment utiliser les talents. Donc, par exemple, si vous, plutôt que on peut pas forcément se payer une vidéo professionnelle, mais on peut utiliser les, 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 les talents de caméraman d'un neveu ou d'une cousine, et se faire prêter main forte et faire des choses de très bonne qualité. Ce qui compte, c'est la créativité et être euh, et, et avoir des idées, mais c'est pas parce qu'on n'a pas, si on n'a pas une agence de publicité à ses côtés qu'on va pas faire un, 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 un bon travail créatif. Et c'est ce que montrent toutes les candidates que j'ai rencontrées. On fait preuve d'ingéniosité et d'énorme créativité dans leur campagne. Et on peut créer l'événement, on peut créer le buzz. Donc, les ressources humaines, ne pas oublier que ça commence par soi-même, hein. N'hésitez pas à utiliser vos propres idées, votre personnalité, vos capacités. Euh, c'est pour créer une image qui marque, il faut se servir de soi-même. Euh, Ensuite, il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser, qu'on ne pense pas. Évidemment, il est évident qu'on peut utiliser les talents et les heures de collaboration de la famille, des amis. Mais ensuite, on peut venir à d'autres cercles un peu plus éloignés, mais qui peuvent donner des coups de main ponctuels. Alors ça, on peut s'adresser évidemment aux voisins ou dans la communauté, les réseaux associatifs. On ne peut pas mobiliser en permanence toutes ces ressources, mais de temps en temps, de manière ponctuelle, ça peut énormément aider. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux-là, ces réseaux du deuxième cercle, peuvent ouvrir sur d'autres contacts et, euh, et, 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 et élargir notre réseau et notre soutien. Je voudrais mentionner qu'il est très important d'obtenir des parrains. En fait, on n'y pense pas toujours, mais les candidates que j'ai connues, elles se sont toujours appuyées sur des parrains à l'intérieur du parti ou à l'extérieur du parti. Alors, trouver quelqu'un qui vous épaule et qui vous appuie, surtout publiquement, ça peut être un chef communautaire, ça peut être quelqu'un de respecté, de connu dans la communauté et qui dit, moi, je soutiens la candidature de Madame X, je vais voter pour elle. C'est en fait, c'est un emprunt de crédibilité qui a une valeur très importante. Et ça, il faut être un peu stratège. Et avant, quand on est décidé à faire campagne, il faut essayer de se créer
un réseau de soutien de personnes qui peuvent appeler à voter pour vous ou qui peuvent aussi vous aider à trouver des ressources financières. Euh, alors, il y a une règle d'or à ce sujet. Il ne faut solliciter que des gens qui seront motivés par votre campagne et par les élections. Ça ne sert à rien d'aller frapper à des portes de gens qui ne sont pas motivés par vous-même. C'est pour ça que votre personnalité est très importante et que la première ressource, c'est vous. Il faut également, et ça, c'est Fatou, ma collègue, qui insiste énormément là-dessus, et elle a parfaitement raison. Il faut, en tant que femme candidate, il faut avoir l'audace de demander de l'aide, de demander des soutiens. Parce qu'on n'a pas forcément accès à des réseaux de soutien d'emblée. Quand on est femme, on a un désavantage par rapport aux candidats hommes qui sont plus inscrits dans des réseaux professionnels où ils ont plus d'accès aux ressources traditionnellement, et ça dans tous les pays. Mais quand on est femme, il faut passer un cap, il faut se décomplexer et avoir l'audace de demander de l'aide. Et sous quelque forme que ce soit, quand on, on- on peut demander des petites sommes, ça n'est pas grave. Ce qu'il est indispensable de faire quand on demande de l'aide, c'est d'expliquer à quoi ça va servir. Alors, il faut dire, voilà, je vous demande tant d'euros parce que j'en ai besoin pour imprimer, je ne sais pas, 500 tracts. J'ai besoin de louer une sono, j'ai besoin d'organiser une rencontre, j'ai besoin d'essence pour transporter mon équipe. On va créer on va planter un stand, donc voilà, on va distribuer. J'ai besoin. Il faut absolument préciser à quoi va servir l'argent que vous demandez, même si c'est une petite somme, et surtout si c'est une petite somme. Il y a également euh, donc ça, ce sont les parrains et les soutiens. Et je voudrais insister sur le fait que les ressources humaines qu'on peut utiliser, ça, c'est tout à fait stratégique. Ce sont les connaissances que l'on a dans les médias, se faire ami et allié de journalistes et de blogueurs est essentiel pour mener une campagne. Euh, Maintenant, pourquoi? Parce qu'on va utiliser les médias. On va utiliser les médias de manière particulière. On ne va pas utiliser les médias quand on n'a pas d'argent. On ne peut pas se payer une campagne de publicité. Donc, on va insister, on va se concentrer sur la couverture médiatique. La couverture médiatique est informative. Ici, l'idée, ça n'est pas ça n'est pas de créer un spot de publicité. D'abord, ça coûte extrêmement cher en général. L'idée, c'est d'obtenir un moment au journal télévisé ou dans un programme informatif de radio ou de télévision, une émission de reportage, un programme culturel, la participation à un débat, ou pouvoir être couvert dans la presse, un article, une interview ou une page d'information, euh, ou bien un, un éditorial. La couverture médiatique informative a beaucoup plus de crédibilité que n'importe quelle publicité. Alors, ça, c'est pour ça que
comment utiliser les médias pour comment obtenir une couverture informative. En fait, il va falloir, il va la solution, de la campagne low cost, c'est de créer l'événement. De créer l'événement, parce que les journalistes et les médias ne vont jamais couvrir, un rassemblement, ou une activité de campagne, parce que c'est une activité de campagne. En fait, il s'agit de créer l'événement en tant que candidat, mais ça doit, sortir du lot. Ça doit sortir de la campagne habituelle. Donc, là, je voudrais faire référence à une leader politique du Libéria, qui, donc pour les sénatoriales, elle n'a pas été candidate elle-même, mais elle a créé les conditions pour les candidates de son parti, parce que donc pour bien à l'avance, bien avant la campagne, elle a créé une série d'événements. Elle a monté des, des colloques sur la violence contre les femmes, et pour poser la question et pour créer, pour ouvrir le débat sur cette question, le débat de société sur cette question, et pour marquer sa position et la position de son parti à propos de la violence, domestique et de la violence contre les faites aux femmes dans la société au Libéria. Et donc, elle a monté un colloque en juillet. Les élections sénatoriales ont eu lieu en décembre, donc bien après. Mais elle a créé un événement. Ça a été suivi, ça a été repris dans les médias. Elle s'est associée et son parti a été associé à cet événement. Elle a également créé, elle a créé une série de discussions en ligne sur son projet de société. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur cette image. Bien avant la campagne. Ça, c'est un moyen de susciter le débat, de se positionner. On peut également écrire un article d'opinion sur un thème et le placer dans un journal, dans un magazine, dans un quotidien. On peut créer un événement en suscitant le débat, en lançant une pétition avec le soutien d'une organisation de la société civile. On peut profiter d'une journée internationale dédiée à une cause pour montrer son adhésion à cette cause. Ça peut être pendant la campagne, ça peut être pendant la période qui précède la campagne. On peut participer à une marche, à un défilé, et avec des pancartes, des banderoles. On peut donner des discours dans ce type d'événement et se donner déjà une visibilité autour d'une cause. Donc, il faut profiter de certaines opportunités et où il faut les créer. On peut créer aussi de toutes pièces un événement. Alors là, je voulais ça, cette image que vous voyez, c'est un lac, qui est autour qui est près d'une petite ville en Ukraine, et il est extrêmement pollué. Alors là, je voulais mentionner l'exemple de cette candidate au municipal de 2020 qui, pour sa communauté, a organisé en fait. C'est une militante écologiste, et avec son association,
elle a organisé juste avant la campagne une mobilisation de toute la petite ville pour nettoyer ce lac. C'est une action pour l'environnement et ça lui a donné énormément de visibilité avant la campagne. Elle s'est fait connaître comme la championne de la anti-pollution euh, euh, de l'environnement de la communauté. Et elle a ouvert le débat sur la question de l'environnement et de ce que cette petite ville voulait pour son environnement. Et elle a impliqué les citoyens et elle s'est fait connaître. Donc, elle s'est créée une première base électorale en organisant en fait cette action solidaire. Donc, elle a obtenu beaucoup de couverture dans les médias locaux, la presse et la radio notamment. Et ça a bien préparé son entrée en campagne quand elle s'est portée candidate. Pour continuer sur l'utilisation des médias, on peut utiliser les médias de manière un peu plus frivole, mais tout aussi efficace, en tout cas pour faire parler de soi. Alors là, sur cette image, vous voyez un sofa rouge. Ça, c'est toujours pendant les élections municipales de 2020 en Ukraine, une candidate d'une ville assez importante, de 100 000 habitants, Kremenchuk, qui a eu cette initiative vraiment intéressante pendant la campagne. Elle n'était pas particulière, elle était totalement inconnue, elle n'avait pas d'autres moyens que les siens propres, que les fonds propres, mais elle a investi en fait, dans l'achat d'un sofa et qu'elle a transporté chaque jour elle a installé sur la place publique dans des endroits où c'était autorisé et au lieu d'installer un simple stand et elle a engagé la conversation avec les citoyens sur sa campagne, sur sa candidature et elle invitait les citoyens à discuter avec elle. Alors, ça a créé beaucoup d'agitation et ça a suscité l'intérêt des médias parce qu'ils l'ont suivi chaque jour. On ne savait pas où elle allait installer son sofa dans la ville et elle a obtenu une couverture gratuite des médias et un intérêt immédiat et qui a duré pendant pratiquement toute la campagne. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite, je voulais aussi mentionner le, là, c'était pendant les élections, les dernières élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. La campagne atypique qu'a fait un mouvement citoyen nouvellement créé qui s'appelle Sens. Et Sens, ça signifie servir et non se servir. C'est un mouvement qui, qui a pris pour cheval de bataille la lutte contre la corruption de la classe politique et il n'avait absolument aucun moyen financier autre que les faibles cotisations de leurs membres. Mais ils avaient ils avaient toute la ressource des talents et de l'énergie de leurs membres et de leurs candidats, notamment des jeunes. Toute leur, euh, Toute leur campagne a consisté à aller voir, à parler aux citoyens et parler aux électeurs
contre l'achat de conscience, parce que c'est un problème au Burkina Faso. Il y a beaucoup de distribution de biens et d'argent dans les campagnes politiques au Burkina Faso, faites par des grands partis ou par des candidats qui ont les moyens. Et au lieu de ça, donc tout le programme et toute la stratégie de ce mouvement Sens, c'était se baser sur la sensibilisation des citoyens contre la corruption électorale, contre l'achat de conscience. Et ils ont inversé la tendance en posant la question aux citoyens: que pouvez-vous faire à votre niveau pour changer ce système, pour changer l'état de fait, pour pour lutter contre l'achat de conscience et rendre redevables les hommes et les femmes politiques. Que pouvons-nous faire ensemble? Donc, ils les ont associés d'une manière différente et en se servant de... Ils ont complètement inversé le discours et ça a énormément attiré l'attention des médias. Et c'était une campagne tellement atypique que malgré le peu de moyens, ils ont obtenu une couverture vraiment, vraiment, vraiment importante par leurs différences. Je continue. Parfois, on peut gagner on peut gagner justement parce qu'on est atypique et parce qu'on est différent. Alors, en Tunisie, dans les élections présidentielles de 2019, il s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, le candidat qui a gagné les élections présidentielles n'a pas dépensé un centime ou pratiquement rien. Il a fait... Kais Saïd était un candidat au départ, au premier tour, à peine connu. Il n'est pas parti, il n'était pas soutenu par un parti traditionnel et important. Il s'est démarqué dès le début de la campagne le début de la campagne et pendant le deuxième tour, parce il a décidé, il a dit publiquement, moi je ne vais pas, puisque mon adversaire ne peut pas faire campagne, puisqu'il était son adversaire était détenu et en prison, ne pouvait pas. Il a dit, moi, je ne vais pas faire campagne non plus. Je ne vais pas pour maintenir des conditions d'égalité. Et il est resté en retrait et il a créé une aura de mystère autour de lui qui a suscité énormément de curiosité dans les médias et, et tout le monde voulait avoir tout le monde a commencé à parler de lui et s'est intéressé à lui, même s'il n'était pas présent de manière active lui-même. Il a également utilisé une stratégie vraiment intéressante. Ce sont ces étudiants et les réseaux de ces étudiants qui se sont mobilisés pour faire sa campagne dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas lui qui a organisé sa campagne. Il n'a rien suscité. Il n'a rien lancé lui-même. C'était un mouvement de mobilisation
qui a eu lieu qui a eu lieu de manière spontanée et c'était très, en tout cas, ça a été extrêmement efficace il a été élu président. Et, mais absolument sans faire de dépenses. Un autre exemple que je voudrais utiliser, cette femme, cette femme candidate qui a été élue au Parlement, qui était activiste des droits humains, Oyungerel Sedef Damba, qui a été élue. Elle explique très bien comment elle s'est détachée pendant la campagne. Elle était complètement inconnue, elle n'avait pas grand soutien non plus, mais elle a réussi à devenir en quelque sorte un trending topic durant sa campagne parce elle a mis en valeur son intérêt pour la paléontologie et les dinosaures. Et elle a parlé du thème qu'il fallait mettre en valeur le patrimoine des vestiges des dinosaures qui existent en Mongolie, qui n'étaient pas exploités. Et ça, c'était un thème de campagne que n'avait évidemment abordé aucun des candidats de ses rivaux. Et elle a suscité l'intérêt des médias parce qu'elle avait un intérêt, enfin, parce qu'elle avait c'est plus qu'un hobby, c'est une passion qui la différenciait des autres candidats. Donc, je continue sur utiliser les médias. En fait, on peut attirer l'attention des médias et attirer une couverture médiatique à soi, justement parce qu'on est donc un oiseau rare, un outsider. Mais là, dans ce cas précis, être femme est un atout, puisque les femmes candidates restent toujours l'oiseau rare dans l'actualité. Et ça, c'est vrai au Bénin, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en France, c'est vrai en Ukraine, c'est vrai en Tunisie, c'est vrai aux États-Unis. On est quand même, on est de fait, étant femme et candidate, on est particulière d'emblée. Donc, il faut utiliser ça. On peut attirer l'attention des médias et en particulier, on peut commencer par si des médias étrangers sont là, ils sont particulièrement sensibles au fait que vous êtes la seule ou parmi les seuls candidats dans une circonscription ou dans une élection présidentielle ou à l'élection législative. Donc, maintenant, on peut même dire que cette particularité, donc être une femme, on peut y ajouter d'autres éléments, mais ça peut être un avantage, ça peut être un atout, comme le montre par exemple la candidature, en fait la trajectoire de Ellen Johnson Sirleaf, qui a été élue présidente du Libéria en 2005. Elle a joué sur le fait qu'elle était femme et elle a même basé sa campagne sur le fait qu'elle était femme avec un slogan très simple, Vote for Women. Elle a gagné son élection en mobilisant le vote des femmes pour elle. Et parce qu'elle a fait valoriser le fait qu'avec une femme, la gouvernance pourrait changer.
le Libéria sortait d'une guerre civile très dure, et c'est les femmes de paix, les femmes qui se sont mobilisées pour la paix, qui, qui ont continué à se mobiliser pour, pour son élection. Et donc, mais au-delà de ça, quand on est femme, on peut vraiment utiliser cette, cette caractéristique et insister en fait sur le fait, on peut se créer une aura, une légende, se dire qu'on est un peu l'héroïne, la combattante, David contre Goliath, Robin des Bois contre les puissants. On est dans une position de faiblesse, mais on a le courage de se présenter, et avec le peu de moyens qu'on a, on le fait directement. Utiliser les médias pour ça. Les médias sont très friands d'un personnage, ou sont très friands d'une personnalité qui se détache. Je voudrais ici utiliser l'exemple de Sibila Ouedraogo, qui est une candidate qui était la plus jeune candidate pendant les législatives au Burkina Faso, dans les dernières élections qui ont eu lieu le 22 novembre. Elle a eu l'attention médiatique pendant pratiquement toute la campagne. C'est une candidate toujours du mouvement Sens, parce que, d'abord parce qu'elle est, c'est une des rares candidates, c'était une des rares têtes de liste, et c'était la plus jeune. Alors, les médias internationaux comme burkinabé ont fait énormément d'interviews avec elle. Elle est passée elle a fait plusieurs vidéos YouTube. Elle était même interviewée par des médias étrangers. Et tout ça, c'était une campagne, ça a servi énormément la campagne du mouvement Sens, mais et parce qu'elle était particulière, et elle a utilisé en fait sa jeunesse et le fait d'être femme euh, pour, pour se détacher. Donc elle est devenue un vrai personnage pendant cette campagne. L'autre candidate, la seule candidate à la présidence au Burkina Faso, Monique Yeli Kam, a également obtenu la faveur des médias parce que c'était la seule candidate à la présidence parmi les 13, la seule femme. Donc, elle a pu bénéficier de. Là, on voit sur ces photos qu'elle elle porte, elle porte une écharpe. Elle porte toujours la même écharpe. Elle a fait un énorme effort du point de vue de l'image. Elle faisait très attention à porter toujours une robe et une écharpe reconnaissable, qui permettait de l'identifier. C'est des moyens très simples, mais avec pour parler aux électeurs et aux électrices, mais également dans ses photos et dans les reportages qu'il y a eu à la télévision. Elle faisait très attention à porter les couleurs de son parti et avoir un signe qui l'identifiait systématiquement.
il faut jouer sur l'image, ça ne coûte rien et ça a beaucoup d'effets. Ensuite, alors, pour l'utilisation des réseaux sociaux, je voulais parler de Alexandria Ocasio-Cortez, qui était une des candidates démocrates élues au Congrès, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Je vous engage à regarder sa vidéo TikTok qui montre, qui est devenue virale extrêmement rapidement, alors que elle n'était pas, elle a juste répondu à un internaute qui lui demandait, mais est-ce que vous êtes sur TikTok? Et elle a dit pas vraiment, mais ça a fait le tour de la campagne. Alors, c'est l'avantage de créer l'événement sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement ça, on peut avoir des répercussions très fortes, parce que si on fait une bonne vidéo qui se détache et qui devient virale, finalement, au bout du compte, on va être repris dans les médias traditionnels. Parce que c'est comme ça que les médias traditionnels fonctionnent. Donc, on a tout intérêt à investir, en fait, dans la réalisation d'un produit qui est original et créatif. On n'a pas besoin forcément de faire un grand discours et on n'a pas forcément besoin de faire une vidéo très sérieuse avec un programme et des propositions. On peut le faire, mais pour se détacher, il vaut mieux créer une vidéo dont on sait qu'elle va être partagée parce qu'elle est originale, parce qu'elle est drôle, parce qu'on pose une question, parce qu'on a créé la surprise, parce que parce que on fait rire. Voilà. Donc, mais c'est un moyen de créer une marque et c'est ce qui peut être utilisé maintenant dans à peu près tous les pays. C'est pas parce que c'est aux États-Unis, c'est pas seulement aux États-Unis que ça se fait. Maintenant, c'est à peu près partout. Et voilà. Ici, je voudrais, pour terminer, je voudrais insister sur le fait que l'utilisation des réseaux sociaux, en fait, euh, on, on a énormément parlé pendant d'autres sessions e-learning, et je vais pas répéter ce qui a été dit. Vous avez des professionnels des réseaux sociaux qui vous ont expliqué comment utiliser les réseaux sociaux et comment... Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que utiliser plusieurs réseaux sociaux, ça a l'avantage on peut créer un produit, une vidéo qu'on peut utiliser sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, ça va être très peu cher. Et c'est ça que je veux dire par recycler le matériel.
Et l'autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en termes de réseaux sociaux, WhatsApp, c'est ce que j'ai vu dans toutes les campagnes électorales que j'ai pu observer récemment, c'est devenu incontournable. Euh, WhatsApp est un réseau social, c'est particulier puisque c'est des groupes et c'est des groupes fermés. C'est pas comme c'est pas aussi massif que Facebook ou que Twitter. Mais WhatsApp est tout de même très important parce que, en tout cas, les candidats et les candidates qui l'utilisent, ce sont des réseaux où le partage d'informations est plus crédible. C'est comme ce sont des groupes fermés, on a plus confiance en l'information qui passe sur un groupe WhatsApp que ce qui passe sur des réseaux sociaux plus étendus. Alors, ce que j'ai appris au Burkina Faso, c'est par exemple de l'utilité c'est une candidate aux législatives qui m'a montré ça. Elle gérait 10 groupes WhatsApp dans sa campagne. Et en fait, elle réutilisait le matériel qu'elle produisait, les informations, les événements, les petites phrases, les déclarations et même des petites vidéos très courtes. Elle les utilisait pour tous les groupes. Euh, et c'est pas, en fait, ça m'a montré que WhatsApp peut être un instrument tout à fait avec beaucoup plus de répercussions qu'on ne croit a priori. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour, euh, pour faire un complément à notre session du 11 novembre. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'autres informations, je pense que Fatou et moi, on peut vous pourvoir en, en documentation et donner une série de liens pour des sujets connexes, euh, pour, euh, pour avoir des compléments d'informations peut-être sur les campagnes low cost, sur la mobilisation des ressources financières et la mobilisation des ressources humaines. Euh, et, et voilà. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.